Alors, si tout le monde est là, on va commencer. Voilà. La présentation. Ok. Alors, il y aura deux parties aujourd'hui. Une première partie, logiquement, pour le Moyen-Âge, où je vais parler du contexte socioculturel et où on va parler de la littérature. Et dans une deuxième partie, je vais faire la même chose, mais pour la Renaissance. Donc, logiquement, on va commencer avec le Moyen-Âge. Normalement, la première période que vous avez vue encore avec Madame Nates. Comme j'ai dit, je vais parler du cadre spatio-temporel, les caractéristiques littéraires. Et dans la présentation, j'ai dans une troisième partie ajouté les représentations ou les représentants littéraires, c'est-à-dire les auteurs et les poètes les plus importants du Moyen-Âge, mais je ne vais pas parler de ça. Donc c'est ça seulement comme information, mais c'est quelque chose qu'il ne faut plus connaître. Donc, tout d'abord, le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire politique, religion, qu'est-ce qui se passe dans la société à ce moment-là. Et vous voyez, je vais commencer avec la politique. La politique, à ce moment-là, est une politique relativement stable, c'est-à-dire nous avons une monarchie et en France, il y a des rois qui vont régner, qui vont gérer le pays. Le roi n'est pas le seul à influencer le pays, c'est-à-dire on a créé un système de féodalité où il y a un système de dépendance entre un seigneur et un vassal. Donc nous avons le roi qui est le plus haut et ensuite sous le roi il y a des seigneurs. Et les seigneurs doivent protéger leurs vassals, vont donc donner de l'argent, vont donner de la nourriture, si les vassals vont payer leurs taxes. Dus je krijgt een systeem van bescherming op voorwaarde dat de vazallen, dat de boeren belasting betalen aan hun bescherming. Donc on a ce système de féodalité. En même temps, on voit aussi que en France, mais aussi dans d'autres pays, qu'il y a trois ordres dans la société. C'est-à-dire, nous avons le clergé, c'est-à-dire l'Église. Et on va voir dans le Moyen-Âge que c'est la religion, et la religion catholique qui va influencer tout, va influencer la politique, va influencer la société, va influencer la littérature. Et donc le clergé, sauf le roi bien sûr, le clergé, les prêtres, les évêques, etc., sont les personnes les plus puissantes. Ensuite, on a les nobles et les chevaliers, donc c'est-à-dire les personnes qui ont l'argent dans la société et ceux qui vont se battre, qui vont protéger le pays. Et le troisième ordre, ce sont bien sûr les paysans, les artisans, c'est-à-dire le peuple, les gens qui doivent travailler et aussi la classe la plus basse dans la société. Et cet ordre, c'est un système qui fonctionne bien à ce moment-là. Il y a peu de problèmes si tout le monde connaît sa place. Deuxième élément du cadre spatio-temporel, c'est la religion. Et je l'ai déjà dit, la religion va influencer tout, va déterminer tout. Et la religion, à ce moment-là, c'est bien sûr le catholicisme. La foi catholique est omniprésente, c'est-à-dire ça va influencer toute la politique, la société, et ça se voit aussi dans la vie quotidienne. En dus religie is iets heel zichtbaar op dat moment. Ça se montre par exemple dans les arts, mais aussi dans l'architecture. On va construire des églises, des cathédrales pour montrer la foi catholique. Et c'est aussi le moment des croisades catholiques. C'est quoi les croisades? Ça, c'est quelque chose que vous connaissez, je crois. Les croisades en néerlandais? Kruistochten? Quelqu'un qui peut traduire? Oh. Non? Oui, voilà, de kruistocht. Donc, on trouve que la foi catholique, c'est quelque chose pour tout le monde.
pas seulement en France, il y a d'autres pays aussi qui vont organiser les croisades, mais donc on va partir en général de l'Europe dans d'autres pays pour avoir le catholicisme là-bas. Donc, religion omniprésente dans le Moyen-Âge. Ensuite, ça se montre aussi dans la société. Donc, une troisième partie du cadre spatio-temporel, c'est la société. Et dans la société, Dieu est vraiment au centre. Comme la religion est tellement importante, c'est aussi Dieu qui va déterminer le comportement des gens. Et c'est l'Église qui va déterminer l'organisation de la société. Ja, dus de kerk bepaalt alles, God in het midden, en dat regelt eigenlijk het dagelijks leven van de mensen, regelt ook een gedrag in hun dagelijks leven. C'est aussi l'Église qui va, par exemple, organiser la formation, qui va organiser les écoles. Et on voit que c'est l'Église qui va, à ce moment-là, créer la Sorbonne. Et la Sorbonne est la première université de la France, à Paris. Et c'est donc l'Église qui a choisi de créer cette école. Au début, bien sûr, seulement pour l'élite, seulement pour les clergés et les nobles, mais de plus en plus, on va créer des écoles où on montre aussi le catholicisme. Une dernière chose importante et très importante pour notre littérature, c'est que le Moyen-Âge est aussi la période où le français devient une vraie langue. Et vous savez tous que le français vient du latin. Il y a encore des influences du latin. On voit encore que le latin était, on va dire, la langue primaire. Et ensuite, il y avait des changements. Et c'est au Moyen-Âge qu'on peut vraiment parler d'un français, d'une langue séparée du latin. Ce n'est plus un dialecte du latin, mais c'est une nouvelle langue, une autre langue. Est-ce que Madame Neitz a expliqué les sermons de Strasbourg? Mevrouw Neitz hierover verteld? Ja, er is één belangrijk document dat eigenlijk de geboorte is van de Franse taal. Heeft ze daarover verteld, les sermons de Strasbourg? Of is dat iets nieuws? Ik probeer hier een beetje de chat te volgen. Ja, misschien best nog eens opfrissen voor de zekerheid. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ici l'année, donc on se trouve au 9e siècle, et à ce moment-là, il y a les sermons de Strasbourg. Donc, il s'agit d'un document politique, et c'est un document d'une alliance, c'est-à-dire plusieurs personnes qui travaillent ensemble et qui vont créer un document pour prouver leur alliance. Et qui sont ces personnes? Alors, on a trois frères et trois frères qui pourraient devenir le roi suivant en France. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs personnes et donc il faut déterminer en quel ordre ils peuvent devenir le roi. Nee, dus het gaat over de opvolging, wie krijgt welke positie. Et nous avons trois frères qui ne sont pas d'accord. Nous avons Charles le Chauve et Louis le Germanique, qui sont deux frères, et Lothaire le premier, le troisième frère. On a donc Charles le Chauve et Louis le Germanique qui vont travailler ensemble contre leur troisième frère. Et ils vont créer une alliance pour être sûr que Lothaire ne devient pas le roi. Et donc, ils vont créer un document. Et Charles le Chauve va écrire son opinion en langue tudesque. Et la langue tudesque a des origines germaniques. Et ça sera le début de l'allemand, in het begin van de Duitse taal. Tandis que Louis le Germanique, son frère, va noter son opinion en langue romane. Et la langue romane, c'est un peu comme le latin, mais c'est un latin vulgaire, c'est-à-dire pas vulgaire qu'il y a de sexe dedans, etc. Non, vulgaire, parlé par le peuple. C'est donc le latin parlé, mais à ce moment-là, on voit qu'il y a déjà tant de changements dans le latin qu'on doit dire que ce n'est pas du latin, mais c'est l'ancien français.
Et l'ancien français, à ce moment-là, on parle encore du François. Donc, ce n'est pas encore le français, mais le François au Moyen-Âge. Et donc, dans le document, on peut retrouver donc les premières phrases qui sont vraiment écrites dans cette langue. Oui. Ensuite, en ce qui concerne la langue française, il y a un deuxième événement très important qui va, donc avec les sermons de Strasbourg, nous avons une preuve que la langue française existe. Mais maintenant, un peu plus tard, on voit que cette langue est vraiment utilisée. Et c'est surtout à cause du bataille de Hastings, et de slag bij Hastings, où on a de nouveau un problème, c'est-à-dire maintenant on se trouve en Angleterre, et en Angleterre, il y a une guerre de succession. Qu'est-ce que ça veut dire, une guerre de succession? Voilà, een oorlog omwille van de opvolging. On n'est pas sûr qui sera le roi anglo-saxon suivant, qui devrait être le roi suivant de l'Angleterre. Et il y a plusieurs personnes qui trouvent que, bien sûr, que c'est eux, sont eux qui peuvent devenir le roi. Il y a les Normands, il y a les Anglo-Saxons même. Il y a aussi un homme français qui trouve que c'est lui qui doit devenir le roi suivant de l'Angleterre. Et c'est Guillaume le Conquérant, le duc de Normandie, qui a des liens de famille avec l'Angleterre et qui peut prouver que normalement c'est lui qui doit être le roi suivant. Il y aura une guerre et c'est Guillaume le Conquérant qui va gagner et il devient le roi suivant de l'Angleterre. Et comme il est francophone, il va bien sûr ajouter le français à la cour. Et comme ça, le français devient la langue de la cour et de l'élite. Dus aan het hof spreekt men Frans, ook in Engeland. Et en même temps, ce sera aussi la langue de l'administration. Donc, tous les documents politiques sont écrits en français à partir de ce moment-là. Donc, on a à ce moment, grâce au Moyen-Âge, le français est né et on a cette nouvelle langue. À ce moment-là, encore ancien français, mais ça va bien sûr évoluer vers le français qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, on voit, on a un contexte où la religion joue un rôle important pour la vie quotidienne, joue un rôle important dans la politique. Et on voit aussi que dans notre société, le français est né comme une vraie langue séparée. Il ne s'agit plus du latin parlé, mais une nouvelle langue. Alors, jusqu'ici, c'est clair pour tout le monde? Birte, zeg maar. Ik denk dat de chat soms een beetje achterkomt. Ik ga inderdaad snel, omdat ik ervan uitga dat dit herhaling is. Maar Mirte, de presentatie wordt opgenomen. Dus achteraf kun je het op je gemak nog een keer opnieuw beluisteren, moest het nodig zijn. Het is nu natuurlijk een herhaling. Dus over een aantal stukjes probeer ik iets sneller te gaan, zodat we zeker beide periodes kunnen doen. Goed? Alors, nous avons donc le contexte du Moyen-Âge. Ce qui est plus intéressant pour nous, c'est bien sûr l'influence de ce contexte sur la littérature. Et on va parler des caractéristiques littéraires, qu'est-ce qui se passe dans la littérature du Moyen-Âge. Et en général, on peut dire qu'il y a deux grandes influences sur la littérature. C'est-à-dire, on a logiquement l'Église et la foi catholique qui va influencer la littérature. Et cette influence de l'Église se montre surtout dans le théâtre. Le théâtre sera très catholique. Deuxième influence, c'est notre société. Donc, au Moyen-Âge, on vit dans une société qui est organisée par l'Église et par la foi catholique. Et on veut bien sûr que le peuple
que toutes les personnes dans la société vont se comporter correctement. Maar wel natuurlijk vanuit dat christelijk geloof dat iedereen zich ook goed gedraagt. Voilà pourquoi dans la littérature, on voit des manuels pour la vie. C'est quoi un manuel? Qui peut traduire un manuel. Vous avez aussi un manuel de français. Voilà, een handleiding. Donc, on va créer dans la littérature des manuels pour la vie. In literatuur wordt een soort handleiding. Gaat aan de mensen tonen hoe je op een goede manier, op een juiste manier moet leven. Et on voit des manuels pour la vie dans la chanson de geste et dans le roman courtois. Donc, deux types de littérature. Mais en même temps, on voit aussi qu'il y avait qu'il y a des éléments personnels dans la littérature. Et ça se montre surtout dans deux autres genres, dans la poésie. Il y a déjà un début de la poésie et dans les fabliaux. Alors, je vais expliquer ces genres différents un peu plus en détail. On va d'abord regarder où on voit donc l'influence de l'Église dans la littérature. L'Église et la foi catholique est omniprésente, mais veut aussi être un exemple pour le peuple. Donc, on va montrer avec la Bible comment il faut vivre, comment il faut se comporter vis-à-vis les autres dans la société. Et le théâtre est bien sûr le moyen le plus simple pour expliquer des choses au public. Il faut savoir, nous avons un peuple qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Donc, le théâtre, c'est quelque chose qu'ils peuvent voir, qu'ils peuvent écouter. Alors là, ce sera simple pour transmettre un message. Et donc, qu'est-ce qu'on va montrer dans le théâtre? On va montrer des scènes de la Bible pour expliquer la foi catholique. Ja, dus men gaat Bijbelverhalen tonen en op die manier het geloof uitleggen aan de mensen. Et on va aussi montrer des miracles ou les mystères des saints, van de heiligen. Et comme ça, il y a des exemples pour le peuple. Bon, vous savez que le Moyen-Âge est une période assez longue et ce qu'on voit aussi, c'est que le théâtre va changer. Au début, c'est surtout l'Église qui va organiser le théâtre, mais on voit plus tard que le théâtre sort de l'Église. Het theater gaat weg van de kerk, wordt eigenlijk minder gelovig of minder beïnvloed door het geloof. Et on voit un théâtre de rue, un straatthéâtre avec des farces. Et des farces, c'est un peu comme FC de Kampioenen au Moyen-Âge. C'est-à-dire, il y a des histoires, il y a des disputes, des malentendus. Et comme ça, il y a une situation comique. Donc, des farces, c'est vraiment FC de Kampioenen au Moyen-Âge. C'est très populaire parce qu'on veut amuser le public. Bien sûr, la littérature existe aussi en forme de livre. Et là, on voit qu'il y a une grande influence de la société. Donc, l'influence de l'Église est moins forte, mais c'est plutôt la société qui va influencer la littérature. Est-ce que Madame Nates a parlé de la chanson de geste et du roman courtois? Zijn dat soorten literatuur die jullie besproken hebben, dus chanson de geste en de Hoofse roman of de Hoofse liefde? Zijn dat dingen die je kent of is dit nieuw? Geen reactie, dan ga ik ervan uit dat ik het best nog eventjes uitleg. Donc, qu'est-ce qu'on a? La chanson de geste et le roman courtois, je l'ai déjà dit, sont des manuels, sont des exemples comment il faut se comporter. Et surtout pour les hommes. Pas vraiment pour les femmes, mais surtout pour les hommes. La chanson de geste, là, on a des histoires avec des actes héroïques des chevaliers. De ridderverhalen. Et c'est un exemple pour le peuple. Il faut
se battre pour son pays, il faut se battre pour obtenir des résultats. Et très souvent, c'est en forme d'épopée, un épos, et en rime. Et un rime, c'est facile à retenir. Il faut savoir, on a donc un peuple qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui peut seulement écouter des histoires. Donc, quand c'est un rime, on peut facilement retenir les histoires et on va donc parler des chevaliers qui vont en guerre pour le roi, qui vont protéger le peuple contre l'ennemi. Et comme ça, il y a de bels exemples pour notre peuple. On voit un peu la même chose dans le roman courtois. Le roman courtois de hoofdroman, le hoofdliefde, l'amour courtois. Là, on a aussi les histoires des chevaliers, mais on va ajouter un élément d'amour. Et cet amour est très souvent un amour impossible ou non réciproque. Ça veut dire on a un homme qui est amoureux d'une femme, mais la femme n'est pas amoureuse de l'homme. Ja, dus het is geen wederzijdse liefde, of het is een onmogelijke liefde. Denk aan een man, een ridder die verliefd wordt op een vrouw, een koningin die al getrouwd is op een prinses die al verloofd is, enzovoort. Donc on voit les aventures chevaleresques, c'est-à-dire les aventures du chevalier, et son amour pour une femme. Les deux éléments sont ensemble dans cette histoire. Et on voit surtout que les chevaliers sont des hommes nobles, ce sont des hommes qui se comportent bien, et c'est un bon exemple pour le peuple. Nee, dus je krijgt literatuur waar je eigenlijk voorbeelden ziet van perfecte mensen, mensen die zich inzetten voor hun land, die zich inzetten voor hun medemensen. En dat is natuurlijk interessant als je een bevolking hebt die niet kan lezen of schrijven, die dan puur aan de hand van verhalen wel goede voorbeelden krijgt. On voit aussi que de plus en plus, il y aura aussi des éléments personnels dans la littérature. C'est encore de façon minimaliste au Moyen-Âge, mais plus tard, on va bien sûr avoir de plus en plus d'éléments personnels. Ce qu'on voit, ce qui est très populaire dans la littérature, ce sont les fabliaux. Et les fabliaux, c'est un peu comme les farces, mais sur papier. C'est un peu, on va ajouter un peu de satire, on va se moquer de la société, on va lachen met de gemeenschap. Et les fabliaux ont inspiré beaucoup d'auteurs de Plutarch. Er zijn veel auteurs die later gaan teruggrijpen naar die verhalen, naar les fabliaux, om dat terug te nemen. Hebben jullie in Engels al gesproken over Chaucer en Canterbury Tales? Nog niet, komt misschien wel nog aan bod, maar dat is zo'n voorbeeld van een auteur die zich inspireert op middeleeuwse verhalen en die daar later op terugkomt. Bon, donc les fabliaux, comme il y a cet élément de critique sur la société, ça devient déjà un peu plus personnel. Et nous avons aussi la première poésie lyrique. Lyrique, ça veut dire ce sont des poèmes chantés. Et vous connaissez sans doute les troubadours qui vont chanter à la cour et qui vont chanter des chansons plutôt personnelles pour les nobles et pour le roi. Goed? Dus, wat middeleeuwse literatuur betreft, enerzijds in theater invloed van de kerk, anderzijds invloed van de samenleving dan, waar je literatuur krijgt die een voorbeeld moet zijn voor de mensen. En anderzijds ook het begin van eerder persoonlijke literatuur, waar je toch ook al een paar meer privé-elementen zult terugvinden in de literatuur. Oké, is daarmee de literatuur van de middeleeuwen voor iedereen duidelijk? Is dat een beetje opgefrist? Ik hoop dat jullie toch een paar dingen herkend hebben van mevrouw Neits. Wat ik hier nog heb toegevoegd, maar dat is
puur ter info, als je het nog eens wilt terugbladeren, les représentants littéraires zijn dan literaire voorbeelden, auteurs, werken die in die periode bekend waren. Ik heb een tweetal voorbeelden van theater bijgezet. En dan chanson de geste, roman courtois. La chanson de Roland, het Roelandslied, is iets dat dan uiteindelijk ook bij ons in de Nederlanden is terechtgekomen, werd vertaald. Tristan et Iseut, Tristan en Isolde, prachtig liefdesverhaal en een heel mooi voorbeeld van Le Roman Courtois. Lancelot ken je zeker ook, al is het maar van filmbewerkingen later. Les Fabliaux, daar hebben we dan Le Roman de Renard, Reinaard de Vos, ken je zeker ook vanuit, of hoop ik toch vanuit de lessen Nederlands. En bij die gezongen poëzie staat een voorbeeldje François Villon, maar die heb je denk ik niet gezien met mevrouw Neyts, maar zet ik er hier gewoon bij als aanvulling. Mocht dat iets zijn dat jou interesseert, dan kun je daar verder over lezen. Ah? Voilà, alors comme ça, nous sommes arrivés à notre deuxième période, la Renaissance, qui sera le XVIe siècle, une période beaucoup plus courte que le Moyen-Âge, mais une période où il y a quand même beaucoup d'activités et beaucoup de choses à savoir. Alors, je vais suivre un peu la même structure. Donc, on va d'abord parler du cadre spatio-temporel, politique, religion, société, langue, et ensuite de la littérature, et on va faire une distinction entre le prose et la poésie. Le prosa and poésie. Alors, le cadre spatio-temporel est tout d'abord la politique. Tout ce qui est ici en gris, c'est le Moyen-Âge. Dus ik heb ter vergelijking het stukje of de belangrijkste elementen van de middeleeuwen er nog bijgezet. Dus wat in het grijs staat is de voorgaande periode. Dan kun je heel gemakkelijk zien wat dat er verandert. Donc, on avait un système de féodalité dans une monarchie pendant le Moyen-Âge. Et on voit qu'il y a des changements quand même importants parce que la Renaissance est aussi la période de la découverte du Nouveau Monde. C'est une période où on va découvrir du nouveau pays, où on va découvrir que notre monde est beaucoup plus large qu'on avait pensé avant et où on va baser l'économie sur l'échange. C'est-à-dire, c'est le début des colonies. On va donc découvrir de nouveaux pays et on va bien sûr s'enrichir avec ces découvertes. Men gaat zichzelf verrijken met die nieuw ontdekte landen en gebieden. Ça veut dire que pour la politique, l'idée d'un pays et d'un royaume devient de plus en plus importante. Donc la France sera un pays très puissant, va découvrir beaucoup de nouveaux pays. La même chose pour l'Angleterre. L'Angleterre sera aussi important dans cette découverte. Donc les pays en Europe, bon, c'est pas encore Europe à ce moment-là, mais donc ces pays deviennent de plus en plus importants. La religion reste aussi importante, mais le catholicisme va perdre son monopole. Dus katholieke geloof verliest haar monopolie. Hebben jullie gesproken over protestantisme en de reformatie met mevrouw Neyts of in andere vakken? Of is dat iets nieuws? Ja, in de les in geschiedenis. Okay. Donc ce qu'on voit, c'est que le protestantisme est né, c'est-à-dire il s'agit d'une nouvelle interprétation de la religion et ça va quand même causer des problèmes pour la société parce qu'on avait une société où le catholicisme et l'Église va déterminer tout et maintenant on voit qu'il y a un alternatif, qu'il y a une autre interprétation. Donc ça veut dire que cette réforme va créer un schisme dans la foi chrétienne. Een scheiding in het christelijke geloof. Il y a maintenant deux interprétations et ça va causer plus tard encore des guerres de religion. Les catholiques qui ne sont pas contentes, bien sûr, avec le protestantisme. Mais
Un autre élément qui va influencer la religion, c'est l'importance de la philosophie de l'humanisme. Et c'est-à-dire, on a une nouvelle idée et on trouve avec la philosophie que Dieu n'est pas le seul qui peut être au milieu, mais l'homme aussi. Donc, au lieu d'avoir Dieu au centre, on va mettre l'homme au centre. Ja, dus je krijgt een volledig nieuwe interpretatie, maar je gaat zichzelf, de mens, in het midden zetten. De mens wordt het belangrijkste en niet langer God. Dus je kunt je gaan inbeelden dat er op een maatschappij die tot dan toe werd gedirigeerd door het geloof, door het katholieke geloof, dat een grote invloed heeft en dat veel zal veranderen. En uiteraard wordt dat ook duidelijk in de littérature. Donc, dans l'humanisme, on a l'idée de Homo universalis, ça c'est quelque chose que vous connaissez sans doute, donc quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui est critique, qui a beaucoup d'intérêt, c'est quelqu'un qui s'intéresse pour les langues, pour les sciences, et qui va rechercher le bonheur individuel. Donc ce n'est pas Dieu qui va déterminer si je suis heureux ou malheureux, non, moi je vais déterminer ça moi-même et Dieu ne peut rien dire. Donc c'est un grand changement dans pour la religion et pour la société aussi. Qu'est-ce qu'on voit dans cette société? On a donc cette philosophie de l'humanisme, ça vient de quelque part. Ja, dus die filosofie, dat is niet iets dat ze op dat moment eventjes uitvinden. Dat heeft natuurlijk te maken met een voorkeur voor de klassieke oudheid. Donc il y a une préférence pour l'Antiquité. L'Antiquité sera la période préférée et sera une inspiration pour la littérature, mais aussi pour la philosophie et pour la société et même pour la politique. On va voir cette influence de l'Antiquité. Est-ce que ça veut dire que le Moyen-Âge a disparu complètement? Non. Donc, dans la société, il y a encore un résidu du Moyen-Âge. Par exemple, les chevaliers et les romans de chevaliers, ça reste encore populaire. Mais en même temps, nous avons une redécouverte d'anciens manuscrits. On va relire les poètes antiques. On va relire les œuvres philosophiques de l'Antiquité. Et on va ajouter une nouvelle interprétation. Donc, ça va changer beaucoup de choses. Ça va, par exemple, influencer la langue. Donc, on a vu au Moyen-Âge, on avait deux éléments politiques qui ont influencé la langue. Maintenant, c'est surtout la philosophie qui va influencer la langue. C'est-à-dire cette idée d'être un homo universalis, ça veut aussi dire qu'il faut connaître les langues. Il faut être capable de parler le latin et le grec populaire dans l'Antiquité, mais aussi le français, cette nouvelle langue qui existe dans la société. Et comme on veut diffuser les connaissances pour tout le monde, on va utiliser la langue vulgaire. En dus je krijgt een nieuw ideaal, namelijk een goed persoon is niet meer zozeer die ridder die vecht voor het land en die vecht voor de vrouw van zijn dromen. Nee, een perfecte man, want op dat moment gaat het nog over de mannen in de maatschappij. Een perfecte man is iemand die veel kent van wetenschap, die geïnteresseerd is in allerlei gebieden, die de filosofie kent, die de klassieke oudheid nog kent. En men wil dat verspreiden in de maatschappij. En men gaat ook alle kennis die ze hebben, want er komt veel nieuwe kennis op dat moment ook, men wil die kennis ook verspreiden. Maar aangezien je nog altijd met een bevolking zit die niet kan lezen, of die niet goed kan lezen en schrijven, kun je dat niet doen in het Latijn. Latijn dat tot dan toe wordt gebruikt om wetenschap mee en kennis te verspreiden, kiest men er meer en meer voor om la langue vulgaire, dus om de gesproken taal, wat op dat moment Oud-Frans is, om die taal te gebruiken om kennis te gaan verspreiden. En dat geeft een enorme boost aan de Franse taal. Er zijn vanuit de wetenschap heel wat nieuwe concepten waar ze nieuwe woorden voor nodig hebben. En aangezien dat ze de Franse taal willen gebruiken, moet die taal uitgebreid worden. Dus de Renaissance is een periode waar je vooral de woordenschat ziet groeien en waar er heel wat nieuwe begrippen komen in de Franse taal. Alors, cette nouvelle société,
ça va influencer de nouveau la littérature. C'est toujours comme ça, la société va influencer la littérature. Et quand on regarde au Moyen-Âge, cette influence était surtout de l'Église et de la société, et on voit un peu la même chose. C'est-à-dire, dans la littérature de la Renaissance, il y a des résidus médiévaux, c'est-à-dire le Moyen-Âge n'a pas complètement disparu. Et les innovations qu'on voit aussi dans la société se montrent surtout dans la poëzie. Ja, dus je krijgt uiteraard, de middeleeuwen zijn niet zomaar verdwenen. Er zijn nog dingen die in de middeleeuwen populair waren, die ook in de Renaissance nog blijven. Maar de grootste vernieuwingen die we ook zien in de samenleving, komen vooral tot uiting in de poëzie. Het is de poëzie die vernieuwend is, de poëzie die nieuwe maatschappij gaat weerspiegelen. Alors, on va commencer en prose. Et là, les résidus médiévaux, ce sont surtout les romans de chevalerie qui sont encore populaires, les histoires des chevaliers, les histoires héroïques et les fabliaux. Donc les fabliaux, c'était la littérature comique des Moyen-Âge qui reste encore populaire pendant la Renaissance. Les nouveautés, ce sont de nouveaux genres, mais ce sont des genres qu'on reprend de l'Antiquité. Donc des genres qui existaient déjà, qu'on n'avait pas vraiment utilisés au Moyen-Âge et qu'on va reprendre pendant la Renaissance parce qu'on aime bien sûr l'Antiquité. La nouvelle est un exemple. La nouvelle est une histoire courte qui est populaire à ce moment-là. L'utopie aussi, pour montrer un meilleur monde au peuple. On veut, comme il y a des changements dans la société, on veut montrer les possibilités. Maar wel de opties tonen, wat er nog mogelijk zou zijn met de maatschappij. La prose didactique pour éduquer le peuple. Didactisch is om iets te leren aan het volk. Et la parodie. Comme on connaît déjà les fabliaux, qui avaient aussi un élément de critique, de satire, et la parodie devient un genre séparé très populaire pendant la Renaissance. Ensuite, nous avons la poésie, et comme j'ai dit, c'est surtout dans la poésie qu'il y a de l'innovation, qu'il y a de grands changements. Mais là aussi, même dans la poésie, il y a encore des résidus médiévaux, et ce sont les rhétoriqueurs. De rhetorikers. Is dat iets dat je al gezien hebt in Nederlands? De kamers van retorica, ook soms genoemd. Heb je dit al gezien of is dat iets volledig nieuws? Een aantal denken van wel, een aantal niet. Bon, les rhétoriqueurs, ce sont des organisations. C'est comme un club de littérature pour des poètes. Ils vont organiser des concours, ils vont lire leurs poèmes. Donc, les rhétoriqueurs, c'est un club pour la poésie. Et très populaire au Moyen-Âge, et ça reste encore populaire pendant la Renaissance. L'organisation reste un peu comme au Moyen-Âge, les principes aussi, mais il y a une recherche formelle de l'Antiquité. C'est-à-dire, on va reprendre des formes qui existaient déjà dans l'Antiquité. Et dus die kamers van retorica is eigenlijk een soort van boekenclub, dichtersclub in de middeleeuwen, blijft populair in de Renaissance, maar wat is er nieuw of vernieuwend? Ze gaan met nieuwe vormen werken. Dus ze hebben genres die in de middeleeuwen niet echt aan bod kwamen, maar in de klassieke oudheid wel. Die gaan ze terug opnemen in een club bij de rhétorica. Qu'est-ce qui est complètement nouveau dans la poésie? C'est la Pléiade. Et la Pléiade, c'est une organisation, on doit dire. C'est de nouveau une sorte de club de jeunes poètes. Les rhétoriqueurs, ce sont plutôt les anciens, et la Pléiade, ce sont les jeunes
qui veulent créer une nouvelle langue poétique. Donc, on avait déjà les scientifiques qui vont influencer la langue et les poètes vont faire la même chose. Ils trouvent qu'ils ont besoin d'une nouvelle langue pour pouvoir créer de la nouvelle poésie. Eux aussi, ils vont imiter les anciens. Donc, ils vont s'inspirer des auteurs classiques, c'est-à-dire des auteurs qui ont écrit en latin et en grec. Mais les jeunes poètes pensent qu'ils peuvent surpasser les anciens. Ils trouvent qu'ils sont meilleurs. Et pour cela, pour prouver qu'ils sont meilleurs, ils ont besoin de cette nouvelle langue poétique et ils vont donc enrichir le français en utilisant le latin. Dus je hebt enerzijds de oudere dichters die in die retorica blijven, maar dan heb je ook een beweging met heel jonge dichters die vernieuwend zijn. Ze inspireren zich nog altijd op de klassieke oudheid, gaan ook die klassieke auteurs hernemen, maar ze zijn ervan overtuigd dat ze het beter kunnen doen. En hoe kunnen ze het beter doen? Met een nieuwe taal. Dus ze gaan in het Frans werken en ze gaan eigenlijk van de Franse taal, die op dat moment vooral een gesproken taal is, die een mengelmoes is van allerlei dialecten, van allerlei invloeden. En ze willen die taal beter maken, zodat het Frans ook geschikt is voor literatuur en vooral voor poëzie. En aangezien dat ze zo'n fan zijn van de klassieke oudheid, inspireren ze zich op het Latijn. Heel wat Franse woorden hebben Latijnse suffixen. Denk aan achtervoegsels, voorvoegsels. Dus ze gaan het Latijn gebruiken om het Frans beter geschikt te maken als poëtische taal, als taal voor de literatuur. Wat dan natuurlijk zorgt opnieuw dat het Frans een boost krijgt en steeds maar populairder wordt op dat moment. De nouveau, j'ai ajouté les représentants littéraires. Par exemple, pour la parodie, Rabelais est très connu avec les histoires Gargantua, Pantagruel. Dans la prose didactique, on voit Montaigne qui a écrit des essais. Et en poésie, c'est surtout la Pléiade qui est intéressant. Et nous avons Pierre de Ronsard qui a écrit Amour de Cassandre, Amour de Marie et des sonnets pour Hélène. Pierre de Ronsard, c'était quelqu'un qui était toujours amoureux et toujours d'une autre femme et il écrivait des poèmes pour ces femmes. Je crois que vous avez lu Ode à Cassandre avec Madame Neitz. Jullie Ode aan Cassandra gelezen? Ja, waarin dat Pierre de Ronsard Cassandra vergelijkt met een roos. Ja, voilà. Dus een van de voorbeelden. Nous avons aussi Joachim du Bellay, qui est populaire à ce moment-là avec Les Regrets. Donc, la poésie, on peut même dire de la poésie moderne à ce moment-là. Voilà, et comme ça, nous avons parcouru 2 périodes littéraires. Est-ce qu'il y a encore des questions? Zijn er wat die 2 periodes betreft nog vragen, dingen die niet helemaal duidelijk zijn? Goed, ik ga misschien beginnen met die prose-didactiek. Prose-didactiek is didactisch proza. Dus dat is proza bedoeld om de mensen iets bij te leren. Dat is vooral, of kun je vooral zien als nieuwe wetenschappelijke kennis die ze op dat moment opgedaan hebben, die ze willen delen. Dus dat kan echt heel praktisch zijn. Werking van machines. Ik denk aan de drukpers die op dat moment ook gemaakt is. Dat gaan uitleggen. Dat is ook eerder filosofisch werk, waar ze dan terug verwijzen naar de klassieke oudheid. Dus om mensen iets te leren. En dan, wat stond hier nog? La parodie. Een parodie is dan eigenlijk, kun je een beetje vergelijken met de satire, waarin dat ze voor de eerste keer kritiek geven op de samenleving. Waarin ze twijfelen of het politieke systeem dan wel het beste is. Ze gaan dat dan vergelijken met
politieke systemen van in de klassieke oudheid. En op die manier krijg je dan wat kritiek en krijg je een parodie, gaan ze op een grappige manier kritiek geven op de samenleving. Goed, anders nog vragen of dingen die jullie nu willen weten? Ja, dus je notities dien je inderdaad in. Als je geschreven hebt op papier, dan neem je er een foto of een scan van. Moest je kunnen om er een PDF-formaat van te maken, is dat ideaal voor mij. Heb je getypt, mag je gewoon opnieuw ook een PDF ervan indienen. Je krijgt daar geen punten op. Het is gewoon om een beetje te zien of het lukt om te noteren en of ik eventueel nog wat tips moet geven over het nemen van notities. Want dat is iets dat we bij de andere presentaties dat jullie ook gaan moeten doen. Dus het is eigenlijk gewoon een keer om te kijken of het gelukt is om mee te schrijven en of je eventueel notas van meekrijgt. Voilà, je krijgt inderdaad nog wat tijd om dat in orde te zetten. In principe, de map staat nu open tot middernacht. Ik ga dat nog wat verlengen. Laat ons zeggen, ik ga hem openzetten tot woensdagavond middernacht. Dan heb je nog wat tijd als je het nog een beetje wil ordenen of als je nog een paar dingen wil aanpassen om dat nog te doen. Oké. Voilà. Ik zou zeggen, wie geen vragen meer heeft, mag uitloggen. En ik ga dan ook nog kijken om de opname die we nu hebben van de presentatie, om die ook in Smart School te zetten voor wie nog eens wil nakijken, nog iets wil herbeluisteren. Goed, en dan zie ik jullie morgen in de klas.